Bonjour et bienvenue à Discours Animal. Aujourd'hui, on reçoit Dr Julie Pujol, vétérinaire et experte en poissons. Donc aujourd'hui, on va parler du bien-être de l'espèce aquatique. On va parler des soins adaptés aussi à leurs besoins et démystifier les aquariums aussi. Quel est l'aquarium idéal? Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Bonjour à vous deux, merci de me recevoir. Je suis vraiment ravie d'être là. On est très contente aussi de te recevoir. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu ton parcours? Oui, absolument. Donc, je m'appelle Julie, je suis vétérinaire pour les animaux exotiques. C'est vraiment des espèces avec lesquelles j'ai toujours voulu travailler. Dans mon enfance, j'ai grandi, on avait beaucoup d'oiseaux à la maison, puis plusieurs aquariums. Donc, je pense que ça a participé à créer un lien, puis une relation un peu particulière avec ces espèces. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait un cursus vétérinaire en France, à l'école vétérinaire de Lyon. J'ai été diplômée là-bas. Puis mon but, c'était vraiment de travailler avec les animaux exotiques. Donc, j'ai voulu continuer après mon diplôme pour me spécialiser dans ça. Donc, j'ai fait un internat encore à l'école de Lyon pour la médecine et chirurgie des animaux de compagnie. Et ensuite, j'ai vraiment eu la chance d'être acceptée pour un programme de résidence qui dure 3 ans à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe au service de médecine zoologique. Donc, c'est 3 ans vraiment intenses où on est dans ce service-là. On travaille pour les animaux exotiques de compagnie. Puis à l'époque de mon cursus, on avait aussi des partenariats avec l'Aquarium de Québec, le Zoo de Granby. Donc, on travaillait vraiment en connexion avec ces institutions. On faisait des soins là-bas, des visites, etc. Donc, ça m'a vraiment plu. Puis, j'ai fini ce programme-là en fin novembre 2023. Et depuis cette période, je travaille toujours un petit peu au Zoo de Granby. Je fais des remplacements encore aux besoins, là, quand ils ont besoin de mains supplémentaires. Et puis, je travaille aussi dans un hôpital à Montréal, un hôpital vétérinaire pour les animaux exotiques de compagnie. Donc, c'est assez diversifié, mais ça, dans la patientèle, on voit aussi des poissons de compagnie qui viennent à l'hôpital aussi. Donc, c'est très diversifié, puis intéressant aussi, là. Juste, des animaux exotiques, ça englobe quoi? C'est vrai que ça englobe vraiment beaucoup de choses, puis des fois, on ne sait pas trop quelle est la limite, je dirais, mais globalement, c'est les animaux, par exemple, exotiques de compagnie qui ne sont pas des chiens et des chats. Donc, tu sais, pour tout ce qui est animaux exotiques de compagnie, mais on a la classe des petits mammifères, donc c'est les lapins, les rats, les souris, les hamsters, etc. On a tous les oiseaux, donc c'est principalement les perroquets. Notre partie avec les reptiles, donc tortues, lézards, une partie aussi avec les amphibiens et puis les poissons. Globalement, donc ça fait quand même beaucoup d'espèces, puis un quotidien vraiment varié. C'est tous les jours ça change, tous les jours on voit des espèces différentes, donc c'est vraiment très très intéressant, là. Oui, oui. Puis moi, je me demande, quand on a un poisson à la maison, c'est quoi les besoins de base qu'on doit combler pour notre poisson? Mais c'est une très bonne question, puis c'est vraiment important de se poser ce genre de questions justement avant d'acquérir un poisson, parce que, tu sais, il suffit pas de se dire, on va à l'animalerie, on prend un poisson, puis on le met dans un aquarium et puis il va vivre sa vie comme ça. Tu sais, finalement, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, puis effectivement, ils ont vraiment des besoins très, très spécifiques. Alors, en fait, ça va dépendre aussi des espèces qu'on veut acquérir. Il y en a qui ont certains besoins, d'autres qui vont être plus difficiles à garder en captivité que d'autres. Donc, déjà, prime abord, il faut vraiment se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour mon poisson. OK. Mais ce qu'il faut savoir ensuite, c'est se dire, l'environnement dans lequel on va mettre son poisson, c'est extrêmement important. Et puis, si on a un environnement qui n'est pas adapté, on se rend compte que ça peut vraiment conduire à différentes maladies, différents problèmes. Si on se rend compte que chez les poissons, l'environnement, c'est tellement important que ça peut conduire jusqu'à 90% des maladies qu'on voit. Donc,
Très, très Wow. important. Ouais, c'est vraiment central chez eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître bien les besoins avant. Donc, tu sais, plus en détail, les besoins, ben, ça peut être quoi? Ça peut, par exemple, être de quel volume l'aquarium tu sais, doit-il être? Enfin, quel est le volume d'eau dont mon poisson a besoin pour vivre normalement, pas être trop petit, pas être trop perdu non plus. Il faut connaître aussi tous les paramètres un peu physiques, puis de l'eau, en fait. Donc, tu sais, Ouais. quel est le pH adapté, quels sont tu sais, les déchets azotés qu'on peut tolérer dans l'eau, quelle est la température. Il y a certaines espèces un peu plus compliquées où il faut savoir le calcium de l'eau. Tu sais, il y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte. Il faut être un peu un chimiste, je dirais, quand on a des poissons, parce que il faut savoir pouvoir analyser l'eau, faire vraiment plein d'analyses différentes. Il y a une couple d'années, j'ai pensé avoir un aquarium justement, des tropicaux. Oui. Et j'ai vite été découragée. Ben oui. Parce que c'est beaucoup trop compliqué pour moi de justement en fait, l'équipement en partant, puis toute la gestion ensuite de tout Exact. ça. C'était quelque chose. C'est très beau quand on les voit, mais effectivement, il y a beaucoup de travail derrière, là. Puis quand on pense acheter un poisson à un enfant qui veut un animal de compagnie, ce sera pas compliqué. De l'eau dans un bol, merci, bonsoir. Ah, mais... les petits bocals de poisson rouge Ouais, qu'on voit. Ça, c'est sûr que maintenant, on sait que c'est plus du tout adapté. Puis c'est vraiment un bon point que tu soulignes parce que j'ai beaucoup de personnes dans la patientèle là, qui me disent, bon, mais ma fille voulait un chien, mais bon, c'est trop compliqué, donc j'ai pris un poisson. Tu sais, moi, quand j'entends ça, je me dis, ouais, c'est pas vraiment plus simple, honnêtement, à part que le poisson n'a pas besoin de le sortir le soir pour la sortie, mais honnêtement, ça demande beaucoup de travail puis beaucoup d'investissement. Donc, tu sais, les besoins, mais il y a la température, là, comme tu disais, pour les poissons tropicaux, ça va être très important aussi, tu sais, de stabiliser ça. Puis après, ça va être savoir est-ce que c'est une espèce qui est plutôt grégaire ou alors qui va être plutôt isolée. Est-ce que c'est important qu'il y ait d'autres congénères? Est-ce qu'il faut mettre certains types de cachettes, certaines plantes? Quelle est la nourriture? Exactement. Donc, tu sais, tout ça, c'est très, très complexe, très, très vague et il faut vraiment se renseigner avant de savoir, tu sais, d'acquérir un poisson pour savoir les besoins particuliers de cette espèce-là. Oui, c'est de se renseigner, pas juste parce qu'on le trouve beau, le poisson rouge avec les grosses joues. Oui, c'est sûr qu'ils sont amusants, c'est joli à voir, mais c'est effectivement, il faut, quand on se lance dans cette aventure-là, tu sais, c'est passionnant, moi je trouve, d'avoir des aquariums, puis quand on commence à vraiment s'intéresser et puis vouloir faire les choses bien, il y a tellement un univers à part entière, il y a plein de choses, c'est captivant honnêtement, mais oui, il faut se donner les moyens de faire ça, puis de faire les choses bien. Là. Ouais. Puis la nourriture, est-ce qu'ils peuvent manger la nourriture d'animalerie qu'on trouve comme des petites feuilles pour tout le monde ou? Alors, pas pour tout le monde. C'est un peu comme les animaux terrestres. Il y a plusieurs types d'alimentation. Il y a des espèces de poissons qui vont être plus herbivores, d'autres omnivores, puis d'autres 100% carnivores. Donc déjà, il y a des diètes qui sont vraiment, vraiment différentes. Puis tu sais, on se rend compte aussi en fonction un peu de l'origine d'où ils viennent, tu sais, vraiment de là où ils sont, où ils devraient vivre dans le monde. Donc tu sais, c'est plutôt des bassins au niveau africain, plutôt côté Amérique, plutôt côté Australie, Thaïlande, etc. Tu sais, ça va aussi être des alimentations très, très différentes. Donc, il y a des gammes en animalerie, effectivement, des flocons ou des petits granulés qui sont conçus pour eux, qui peuvent être vraiment des nourritures équilibrées. Mais il y a certaines espèces qui demandent d'autres choses en plus. Donc, des fois, ça va être de donner des insectes comme des vers, des artémies ou alors des bouts de végétaux. Tu sais. Ça peut constituer une bonne base, mais pour certaines espèces, ça demande d'ajouter d'autres choses, toujours pareil en fonction de leurs besoins. Oui, OK. Est-ce que les poissons qui vivent, en fait, dans la mer, est-ce qu'il faut ajouter du sel dans l'eau? Comment tu mets ça dans l'eau, en fait? Ouais, J'imagine que tu mets pas ton sel de table dans l'aquarium. Mais c'est vraiment une bonne remarque parce que certaines personnes se sont essayées, puis c'est une catastrophe, là. Dans les sels de table, il y a certains produits anti-agglomérants qui font que on peut vraiment pas mettre ça dans l'aquarium, là. C'est pas bon pour les poissons. Mais effectivement, en animalerie, on peut acheter des sels de mer qui sont spéciaux
spéciaux, donc qui sont vraiment équilibrés, qui ont bien sûr le sodium, là, qui est la partie du sel, puis tous les autres minéraux qu'on retrouve dans la mer. Donc, le calcium, magnésium, c'est un écosystème vraiment complet. Donc, ces sels-là, ils regroupent ça et puis on les met, il y a des quantités pour qu'on retrouve la même salinité que l'eau de mer dans l'aquarium. Mais ça peut être vraiment difficile des fois à gérer parce que il faut se voir, on a un gros bac, je dis n'importe quoi, pour 200 litres, il faut mettre 2 cuillères de sel d'aquarium. Mais il faut penser que souvent, l'eau dans la maison, elle va s'évaporer. Donc, on perd une partie d'eau, mais le sel reste dans l'eau. Donc, ça va être, au fur et à mesure du temps, ça peut être plus concentré. Mon Dieu, j'avais même pas pensé à ça. Mais ça peut être important. Puis, si c'est des choses qu'il faut prendre en compte, surtout quand on a des gros systèmes, parce qu'on peut se retrouver, avec des aquariums, au final, qui sont trop salés. Donc, il faut faire des ajustements, il faut surveiller. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment de la chimie d'avoir un aquarium. Par exemple, pour le dosage du sel, mais il y a vraiment plein d'autres paramètres quand on a un aquarium qu'on devrait mesurer vraiment régulièrement, avec des petits tests d'eau, des bandelettes, des choses, ce type de kit, de système. Donc, c'est vraiment important aussi à prendre en compte. Wow. Puis, est-ce que les poissons, ils ont besoin d'enrichissement, de faire des... je sais pas si des activités, c'est le bon mot, mais... Oui, c'est vraiment... Il faut les considérer. C'est sûr que des fois, on ne sait pas trop comment les gérer parce que c'est sûr qu'ils sont très loin de nous, des mammifères. Donc, on a un peu plus de mal des fois à connaître qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis est-ce que ça leur plaît, est-ce que ça leur plaît pas. Ça peut être difficile de savoir, mais il faut les considérer comme des animaux classiques. Puis bien sûr qu'ils ont besoin d'enrichissement. Il faut imaginer, vous mettez un poisson dans un bac de 10 litres. En 3 minutes, il aura déjà fait le tour. Ça va être long le reste de sa vie, là, les années à vivre s'il y a vraiment rien dans l'aquarium. Si on prend une comparaison, c'est comme si on nous mettait nous dans une pièce de 3 mètres carrés, sans fenêtre, sans jeu. La vie va être un peu triste, quoi. Oui. Donc, oui, bien sûr qu'ils ont besoin d'enrichissement. Puis, il y a des études qui montrent aussi que des poissons qui s'ennuient, pendant vraiment des périodes très, très prolongées, ils vont devenir plus léthargiques, donc beaucoup plus calmes. Puis ils peuvent vraiment avoir aussi une baisse de leur système immunitaire, par manque un peu d'enrichissement, d'activité. Puis ultimement, c'est des poissons qui vont avoir tendance à tomber plus malades, à être en moins bonne santé. Donc oui, c'est vraiment très important. Puis comment on peut mettre ça en place dans un aquarium? Il y a vraiment plein de choses, Comme on disait, déjà, est-ce que c'est des poissons qui doivent vivre plutôt en groupe ou seuls? Donc, évidemment, c'est des poissons qui doivent vivre en groupe, mais c'est important qu'ils aient leur colonie, leur banc de poissons pour pouvoir interagir puis faire leur comportement normaux, là, classique d'espèces. C'est important d'avoir des aquariums qui ont aussi beaucoup de décors, par exemple des plantes naturelles. C'est un très bon enrichissement aussi, c'est juste ça, parce qu'ils peuvent éventuellement se cacher, ça fait des décors beaucoup plus naturels. Puis il y a plein d'activités, puis qu'on peut mettre en place. C'est important qu'il y ait des cachettes aussi pour qu'ils puissent décider de s'exposer ou non, là, en fonction de leur stress. Et puis on peut aussi vraiment développer un genre de relation, avec son poisson, puis développer un peu des activités. Donc, on se rend compte qu'il y a certains poissons qui reconnaissent leur propriétaire, ou en tout cas, ils savent que c'est cette personne qui va leur donner à manger de telle façon. Donc, petit à petit, comme ça, avec la nourriture, on peut leur apprendre à faire certaines choses, certaines activités, certains enrichissements. C'est pas forcément très, très développé dans les aquariums de propriétaires, mais on le fait vraiment de plus en plus en médecine zoologique, dans les institutions zoologiques, pour justement un peu éveiller ces animaux, les occuper, puis que ça soit vraiment enrichissant pour eux. Oui, on a l'impression que comme on n'a pas d'interaction physique avec eux, là, pas comme un chat qu'on peut flatter ou un chien qu'on peut lancer la balle, des fois, il y a comme un mur de... Lui, il vit sa vie dans son bocal puis il est tout seul, mais dans le fond, il a autant besoin de notre attention que... Je veux dire, il y a plein de vidéos qui montrent que, je veux dire, des poissons qui ont été entraînés, là, soit ça passe dans des cerceaux, ça revient, tu peux interagir avec ton poisson, là. C'est ça, on peut tout à fait interagir, c'est juste que nous, on est un peu conditionnés à interagir, comme tu disais, avec un chat, on peut le caresser.
Ouais, parce qu'on est entre mammifères, puis tu sais, c'est quelque chose qui leur plaît, le toucher, ça, tu sais, c'est valorisant pour un chat. Un poisson, c'est sûr qu'il va peut-être moins aimer être touché, mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas interagir, c'est juste qu'il faut s'adapter à l'espèce, puis interagir différemment. Tu sais. Ça demande un peu plus de compréhension de l'espèce, justement, puis de son comportement, mais c'est quand même important d'avoir ce type de lien avec eux, là. Puis, à part avec la nourriture, est-ce que il reconnaît notre visage? Est-ce que c'est qu'il reconnaît notre voix? Est-ce qu'il entend? Ou comment justement, qu'on peut interagir avec Mais notre... avec eux, la nourriture, ça va quand même vraiment être le premier pilier, là, le premier levier, on va dire. Tu sais, ça sert à rien de punir un poisson, là, je ne sais pas, tu sais, bien sûr, là. Je comprends, Par ouais. contre, tout ce qui va être interaction positive avec eux, ça va leur permettre de gagner confiance, puis effectivement d'apprendre certaines choses. Puis la nourriture, ça reste quand même la première chose qui les récompense, puis qui les fait se sentir bien, là. Est-ce qu'ils ont, ben j'imagine qu'ils ont chacun des personnalités? Mais oui, vraiment, tu sais, c'est comme nous, comme les humains, là, on a, bon, il y a certaines, en fonction des espèces, déjà, on sait qu'il y a des caractères, on va dire, prédominants. Tu sais, comme on disait, il y a des espèces qui adorent vivre en groupe, il y en a d'autres qui sont plus territoriales, donc qui vont être, par exemple, un peu plus agressives. Donc déjà, il y a des grandes différences en fonction des espèces, mais après, oui, au sein d'une même espèce, dans un groupe, ben, vous allez avoir des poissons qui ont des tempéraments un petit peu différents, tu sais, certains un peu plus timides, d'autres un peu plus aventureux, d'autres plus curieux. Donc oui, on se rend compte qu'il y a vraiment pour une même espèce quand même on peut avoir des attitudes puis des comportements différents, là. C'est sûr. Et quand on a un aquarium avec plusieurs poissons, est-ce qu'il y a une façon de contrôler les naissances? Ben, je dis les naissances, mais les... Ouais, les naissances. Mais oui, en fait, ça va dépendre de un peu... c'est toujours pareil, quelle espèce on a de poisson, parce que il y a plusieurs... comment dire, il y a plusieurs moyens de reproduction chez eux. Okay, on va avoir des espèces qui sont vivipares, donc c'est des espèces qui vont donner naissance directement à des petits poissons qui sont déjà vivants puis indépendants. Ces espèces-là, par exemple, c'est comme les goupies. Je ne sais pas si vous voyez ces petits poissons tropicaux, tu sais, qu'on voit Tu clignes souvent. des yeux, puis il y en a 300 dans l'aquarium. Exactement. Ceux qui ont la queue très grosse. Exactement, puis souvent colorés, tu sais, qui Oui. sont assez fréquents là pour les poissons tropicaux. Puis effectivement, comme tu le soulignes, ils se reproduisent très vite. Donc souvent, les espèces vivipares, tu sais, ils pas trop de complications pour se reproduire. Puis les goupies, tu sais, on sait que ça peut aller à des centaines d'alevins par mois là, ou 2 mois. Donc oui, oh là là, c'est rapide en plus, là. c'est vraiment prolifique. Par contre, des fois, ça s'autorégule un peu parce qu'ils peuvent avoir tendance à manger leurs petits. OK. Donc, on peut avoir des fois une certaine régulation dans l'aquarium. Si on veut vraiment les garder, l'idéal, c'est de mettre un genre de bac de maternité. Donc, soit on fait un aquarium vraiment séparé où on met la femelle qui donne naissance, on la retire, puis on laisse les alevins dans un petit aquarium. Soit on fait ça de façon isolée dans l'aquarium de base. Il y a certains bacs un peu flottants. Je ne sais pas si vous voyez ça. Comme ça, les alevins peuvent rester dans l'aquarium de base, mais ils ne sont pas exposés aux parents, par exemple. Donc, ils ne vont pas être mangés ou voilà, ils vont être protégés par ce bac. Ça, Quand tu dis alvem, c'est les bébés, dans le fond? Oui, c'est les alevins, pardon, donc c'est les petits poissons. OK. Et puis, donc ça, c'est pour les vivipares, mais ça dépend un peu de ce qu'on veut faire, là. Est-ce qu'on veut les garder ou pas? Si on veut vraiment pas avoir de petits, ben, le mieux, c'est encore de séparer les mâles et les femelles. Donc, c'est par exemple, si on veut avoir des goupies, ben, soit on prend que des mâles, soit on prend que des femelles. Ça peut être une autre option aussi. Ça, c'était comme le premier mode de reproduction. Après, la majorité des poissons, sinon, sont ovipares, c'est-à-dire qu'ils vont pondre des œufs dans l'eau, puis il y a une fécondation qui est externe. Là, le taux de reproduction, ça peut vraiment varier en fonction des espèces. Puis après, on a des derniers types de catégories, ce sont les espèces qui sont ovovipares. Donc, ça veut dire que eux, ils vont avoir des œufs dans leur ventre qui vont être fécondés. L'œuf va maturer dans le ventre de la femelle pour donner ensuite une forme de poisson vivant, là. Donc, c'est comme un mélange un peu des deux types de reproduction. OK? Donc, dans le fond, ça dépend vraiment un peu du but, tu sais, de ce qu'on veut faire dans son aquarium. Est-ce qu'on veut vraiment favoriser la reproduction? Ben là,
on met des bacs de reproduction, on aide à ça, ou alors on veut pas du tout faire ça. L'idéal encore, c'est de séparer les deux sexes, ou alors de contrôler. On peut retirer les œufs éventuellement si on les veut pas, ou retirer les petits poissons, là. Puis est-ce que, là c'est peut-être une question de nous, mais est-ce que deux espèces peuvent se féconder dans le sens, si on a plusieurs types, différentes. Ouais, faire des croisements, dans le fond, tu veux dire? oui, ben tu sais, si on a plusieurs espèces de poissons qui ont le même mode de reproduction, mais que ben j'ai des femelles de telle sorte, puis des mâles de telle sorte, est-ce qu'ils peuvent quand C'est une même bonne se question. reproduire? C'est une bonne question. En général, quand c'est vraiment des espèces différentes, il n'y a pas de croisement OK. vraiment possible, là. Tu sais, tu pourrais pas avoir un croisé, par exemple, un goupil avec un molly, là, tu sais, ça va pas marcher, là. OK, ben dans une chance, dans Une le fond, chance, ouais, c'est pour ça. Est-ce qu'ils interagissent ensemble, par contre, s'ils sont dans le même aquarium? Mais oui, tu sais, il faut imaginer que c'est comme un aquarium, c'est comme une colocation un peu géante. Donc oui, tu sais, il y a plein d'espèces différentes. Puis oui, il y a certaines qui vont être plus enclins à interagir. Mais oui, c'est un système complexe. Puis il peut y avoir des interactions, certaines hiérarchies. Je dis ça vraiment avec des gros guillemets. Mais tu sais, certains poissons qui vont rester plus dans un coin de l'aquarium, tu sais, qui s'approprient certains endroits. Donc oui, c'est comme une petite société, hein, dans le fond, qui s'organise, là. wow. Mm. Puis, est-ce que, en fait, ce que je comprends, là, c'est qu'avant d'acheter un poisson, mettons, pour tout le monde qui veut en avoir à la maison, il faut vraiment se renseigner sur qu'est-ce que nous, on veut, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut gérer de la reproduction, avoir des bébés, puis tout le matériel qu'on doit avoir, à quelle température et tout ça. Puis, est-ce qu'il y a pas une pensée magique, mais est-ce que c'est un aquarium général? Une bonne recette? Merci, oui, c'est Une le bonne bon terme. recette. Mais c'est difficile de donner une recette, c'est universelle, là, qui sera applicable par tout le monde. Mais tu sais, si on veut commencer déjà avec un aquarium, ce qui peut être bien, c'est d'avoir un aquarium, par exemple, avec des poissons rouges. Tu sais, déjà, ça apprend un peu les bases de l'aquariophilie. Donc, il faut quand même, tu sais, avoir un bon aquarium, un bon système de filtration, tu sais, quantifier les paramètres de l'eau. Mais on s'affranchit un peu de toute l'étape par exemple, du chauffe-eau, de réguler la température. Puis c'est quand même des espèces qui sont, tu sais, résistantes, puis faciles à garder en captivité. Donc, tu sais, ça peut être vraiment un bon départ, là, de se OK. pencher sur ça. Puis sinon, pour les espèces tropicales, mais ce qu'on disait, tu sais, les goupilles, c'est quand même assez facile à garder en captivité. Les petits néons, tu sais, il y a vraiment plein de petites espèces pour commencer, là, qui peuvent être vraiment faciles. Puis la bonne recette, c'est toujours différent des espèces, là, comme on disait, mais il faut se renseigner puis se prendre en avance. Si vous voulez avoir un aquarium, tu sais, on va pas aller, par exemple, à l'animalerie, acheter un aquarium, les plantes, le décor, le poser à la maison, puis mettre les poissons le soir même dedans, tu sais. Ça, il faut vraiment s'y préparer à l'avance parce que avant de mettre les poissons, il faut faire ce qu'on appelle un cyclage de l'aquarium. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'eau, laisser en fait le temps à certaines bactéries dans l'aquarium de se développer. Ce sont des bonnes bactéries parce qu'elles vont permettre en fait d'équilibrer tu sais, le cycle de l'eau, puis de dégrader certains produits. Donc, c'est par exemple quand le poisson fait des selles dans l'aquarium, quand il y a des restes de nourriture, tout ça, ça peut polluer l'aquarium. Mais ces bactéries, quand elles sont présentes, ben, en fait, elles travaillent, puis elles dégradent cette matière, puis elles font qu'il n'y a pas de seuil de toxicité, par exemple, dans l'aquarium. Donc, si vous prenez votre bac d'eau, vous mettez de l'eau, puis vous mettez directement vos poissons dedans, en général, ça va pas bien se passer parce qu'ils vont polluer l'eau directement. Les bactéries n'ont pas eu le temps de se développer. Puis là, on obtient des seuils d'ammoniac, tu sais, qui sont vraiment trop hauts, qui sont toxiques. Puis là, ça peut être vraiment dangereux pour les poissons. Donc, tu sais, oui, la recette magique, c'est de s'y prendre à l'avance. Prenez votre aquarium, vous l'installez à la maison, vous le laissez tourner pendant 1 mois à vide. Puis après, petit à petit, on met les poissons. Tu sais, si vous prenez vraiment des très gros volumes, puis que vous avez l'intention de mettre, je sais pas moi, 20, 30 poissons dedans, c'est pareil, on va pas acheter les 20 poissons d'un coup puis les mettre tous en même temps. C'est vraiment quelques-uns à la fois pour essayer de garder un certain équilibre. Puis c'est toujours pareil, c'est pour permettre aux bactéries vraiment de s'adapter puis de créer un équilibre, pour pas
vraiment, tu sais, faire trop de gros changements d'un coup, puis déséquilibrer tout votre système. Puis, où on peut poser nos questions justement pour savoir quel type de poisson a besoin de quel équipement? Alors, mais tu sais, c'est une très bonne question. Puis aujourd'hui, on a vraiment de la chance parce que, tu sais, on est quand même dans un monde d'information. On peut Ouais. avoir vraiment accès à beaucoup, beaucoup de choses. Il faut juste pas se fier forcément, je vous dirais, à une seule source. Tu sais, il faut pas taper sa question dans Google, puis prendre le premier lien, puis prendre tout ça pour acquis. Ça demande des recherches, puis un peu confronter toutes les informations. Mais cependant, il y a 2 sites qui sont vraiment bien. Le premier, c'est bon, Fichipédia, hein, un peu l'équivalent de Wikipédia, mais pour les poissons. Ils ont vraiment des bonnes fiches par espèce, puis eux, ils donnent la température, le pH, c'est bon, bref, tous les paramètres pour les poissons. OK. Ils décrivent un peu leur comportement avec les groupes. Ils donnent des conseils sur justement avec qui les associer, avec qui ça marche pas. Donc ce site, il est vraiment bien. Puis il y a un autre site qui est un peu équivalent qui s'appelle Fishbase. Donc c'est un peu le même principe. C'est comme une base de données par espèce de poisson. Donc c'est déjà, si vous Wow, consultez oui. un peu ces 2 sites, ça donne plein d'informations. Puis après, mais ce qu'il faut, c'est, tu sais, il y a plein de forums d'aquariophilie, donc ça peut être bien d'y aller, de prendre un peu des avis, de lire les commentaires, les expériences d'autres personnes. Ça peut être vraiment, tu sais, vraiment formateur. Et puis vous pouvez aussi demander des conseils à l'animalerie. Il faut juste, tu sais, faire attention aussi de forcément à qui on parle. Il y a des personnes qui vont être, tu sais, plus passionnées par les poissons, puis d'autres moins. Mais tu sais, vraiment, en prenant tous ces conseils-là, déjà, vous pouvez vraiment, tu sais, vous aider. Et puis, ben, il y a les vétérinaires aussi. Tu sais, nous, on est là pour accompagner ben, tu sais, les personnes qui souhaitent acquérir des poissons, qui en ont déjà. Puis, on peut discuter, donner des conseils aussi sur comment installer son bac, comment introduire les poissons, comment gérer certains risques. Donc, tu sais, maintenant, on a quand même plein d'informations pour faire les choses au mieux, en tout cas, au moins des connaissances qu'on a aujourd'hui, parce que c'est sûr que ça évolue toujours, il y a beaucoup de recherches, Oui. mais avec ce qu'on a, tu sais, on a déjà pas mal de choses à faire, puis pas mal de ressources pour faire ça, là. Wow, oui. Mm. Puis, quand est-ce qu'on doit aller chez le vétérinaire avec notre poisson? Alors, Ça, là, c'est une question qui me fait plein de questions, en fait. Ah Ça me ouais? fait question en tête, comment tu l'as... Mais en tout cas, commence par ta Ok. réponse, puis après ça, je Bon. vais... Ça marche. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, bon, ça peut être difficile pour une personne de détecter si son poisson est malade ou pas. Tu sais, ça, c'est déjà un premier point. Moi, je conseille de venir dès qu'il y a, par exemple, une introduction d'un nouveau poisson dans un système, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle des protocoles de quarantaine. Tu sais, vous avez, par exemple, un gros bassin, un gros aquarium, puis vous voulez rajouter des nouveaux poissons. C'est important d'être sûr que les poissons que vous allez mettre sont en bonne santé, puis n'ont pas de maladie, parce que sinon, vous allez, tu sais, contaminer tout le reste de l'aquarium, puis des fois, ça peut être vraiment dur à rattraper après Oui, quand parce que là, c'est toute l'eau, là, c'est qui toute l'eau. ils partagent toute la même eau. Exact, Ouais. c'est tout le système qu'on va, tu sais, qu'on va débalancer. Donc ça, c'est le premier point. Tu sais, on peut voir les propriétaires de poissons quand ils ont vraiment ce motif-là, c'est-à-dire on veut introduire un nouveau poisson, mais on aimerait vérifier qu'il est en santé et faire un protocole de quarantaine. Donc c'est ça, ça peut être un des premiers motifs de consultation. Puis l'autre, c'est ben mon poisson est malade. Alors les poissons malades, en général, comment les gens voient ça? Ça peut être un poisson, mais souvent, c'est les motifs fréquents, c'est un poisson qui mange pas. Donc, il y a vraiment un qui est plus amorphe, plus léthargique, qui a moins d'intérêt pour la nourriture. Les causes aussi fréquentes, c'est en fait globalement tout ce qui est externe. Donc, c'est mon poisson, par exemple, a des anomalies au niveau de la peau, c'est au niveau des écailles, au niveau des nageoires. Ou alors, ce qui est très fréquent aussi, c'est des poissons qui ont des problèmes de flottabilité. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça. Des fois, on voit des poissons rouges qui sont soit ou n'importe quel autre poisson là, mais c'est vraiment au fond du bassin ou alors en surface, qui est incapable, tu sais, qui flotte en permanence ou qui peut être même des fois retourné là sur le côté. Mais ça, évidemment, tu sais, les propriétaires le voient parce que c'est évident, puis ils consultent pour ça. Puis ça, tu sais, il faut se rendre compte que c'est vraiment des manifestations générales, mais c'est vraiment comment dire, c'est un peu une boîte à trésors dans le sens, c'est vraiment un signe très général, mais ça peut correspondre à tellement de conditions là. C'est des signes vraiment pas du tout spécifiques de quelque chose. Donc, quand on a ce type de problème, mais il faut rechercher vraiment plein de causes différentes pour essayer de trouver vraiment l'origine de ça, là.
Comment t'amènes ton poisson chez le vet? Alors, il faut de l'équipement, c'est sûr, il faut un peu se préparer. Ce qu'on veut pas, c'est que parce que c'est sûr qu'en général, on vient pas avec l'aquarium, c'est beaucoup trop, beaucoup trop compliqué. Donc il faut se dire: «On va mettre le poisson dans un volume d'eau un petit peu restreint», et puis il faut pas que l'eau, elle s'abîme ou elle se déséquilibre pendant le transport. Donc tu sais, il faut prévoir quand même des volumes d'eau assez conséquents en fonction de la taille du poisson pour pas que ça se pollue avec ses sels, par exemple. Donc, il faut prévoir quand même de mettre, par exemple, son poisson soit dans un bac, soit dans un gros sac avec un volume d'eau conséquent. Puis, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est fermer le sac. Donc, c'est mettre comme 1/3 d'eau, puis 2/3 d'air, pour être sûr qu'on ait vraiment un renouvellement, d'oxygène dans l'eau. Et puis, si vous avez des poissons, par exemple, tropicaux, ou alors que vous faites des transports, imaginons l'hiver, là, qu'on veut vraiment pas, ou l'hiver ou l'été, là, peu importe, mais on veut vraiment pas que l'eau change de température, mais vous pouvez acheter des systèmes, soit vraiment comme des thermostats, ou alors mettre l'eau dans un genre de boîte isotherme, là, un genre de styromousse, pour vraiment que les paramètres soient, qu'il n'y ait pas de grands changements au niveau de la température de l'eau. Ça, c'est plus si vous faites des petits transports. C'est pour, par exemple, 1 heure dans un sac plastique comme ça, c'est correct. Si vous faites vraiment des plus grands transports, ce qui peut valoir le coup, c'est d'acheter des bulleurs. Donc, c'est comme des petites pierres, je ne sais pas si vous voyez, qui envoient de l'air dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble, comme un peu à des pastilles effervescentes. Non, ok, oui. Ça envoie tout le temps. Ça fait des petites bubules, ouais. Exactement. Mais c'est très J'ai la référence Nemo. Mais c'est exactement ça. Ça fait vraiment, ça permet d'un petit peu brasser l'eau, mais surtout d'envoyer de l'oxygène dans l'eau pour être sûr que l'eau soit assez oxygénée pendant le transport. Puis, il y a cette partie-là, transporter le poisson. Il faut penser un peu plus loin parce que quand les propriétaires viennent en consultation, souvent, on fait ensuite une anesthésie au niveau du poisson, c'est pour faire l'examen. Et donc, nous, pour faire ça, on a besoin d'avoir des stocks d'eau à côté. Puis, je peux pas faire ça avec l'eau du robinet. Il faut que ça soit la même eau que l'aquarium pour pas stresser le poisson, puis pour que ça soit vraiment adapté justement à lui. Donc, en général, je demande au propriétaire de m'emmener le poisson dans un bac d'eau, un récipient, puis un autre bac juste avec de l'eau de l'aquarium qu'ils ont pris avant de venir. Beaucoup Ça va dépendre de la taille du poisson. Si j'ai, par exemple, un petit poisson rouge vraiment classique, là, j'ai besoin d'environ maximum 5 litres d'eau à côté. Mais si j'ai des poissons vraiment plus gros, oui, je vais avoir besoin de beaucoup plus d'eau pour l'anesthésie, là. Wow. Donc, c'est sûr que c'est pas évident. Il faut penser à tout ça aussi quand on achète un poisson. Mais ça se fait quand même vraiment bien. Il faut juste avoir une petite boîte, éventuellement un bulleur. Mais ça se fait quand même très bien. Mais le transport, mettons, avec les bosses, puis je veux dire, c'est-tu bien stressant? Y a-tu des chances qu'ils meurent dans le transport? C'est sûr que c'est un stress qu'on impose quand même à l'animal. Puis oui, ça peut être un peu plus difficile pour eux de survivre à ça s'ils sont par exemple malades, s'ils sont déjà vraiment très débilités, très affectés. Oui, mais ça reste quand même des complications qui sont très rares. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un poisson qui arrive décédé là à l'hôpital. Mais oui, ça reste quand même un stress, quelque chose d'inhabituel pour eux. Donc oui, c'est quand même une possibilité. Fait que là, il arrive avec son poisson. Ouais. Moi, ça me fascine. Il arrive avec son poisson, là, il vient te voir, puis là, tu dis, OK, on anesthésie pour que tu puisses justement aller regarder qu'est-ce qui se passe. C'est quoi tu fais? Fais-tu des manipulations comme on fait sur un chien ou un chat? Oui, exactement. En fait, la consultation vraiment d'un poisson, c'est quand même assez long, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de discussions à avoir avec les propriétaires. Je te dirais comme la première demi-heure de la consultation, mais c'est juste parler avec eux, puis leur poser vraiment plein de questions sur l'environnement, justement. Décrivez-moi l'aquarium, combien il y a de poissons, quand est-ce que vous les avez introduits, est-ce qu'il y a eu des mortalités, quels sont les paramètres de l'eau, quand est-ce que vous testez. Des fois, il y a certains propriétaires qui trouvent ça même un peu invasif comme question. Puis, on fait toujours ça de façon bienveillante, c'est pour avoir toutes les informations, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de questions pour comprendre comment fonctionne le système, puis comment c'est géré par la personne. Puis après, il y a toute une partie où on discute, quel est le problème, comment ça s'est développé, est-ce que ça date d'hier, est-ce que ça fait des mois. Donc, il y a vraiment plein de questions qu'on
qu'on pose aux propriétaires. Puis ensuite, on commence juste par un examen vraiment à distance. Donc, tu sais, c'est déjà très, très informatif de regarder un peu comment est le poisson, de voir déjà des anomalies à distance. Mais en général, ça suffit pas. Puis on a besoin justement de le manipuler, puis de le voir de plus près, éventuellement de le sortir de l'eau pour faire certains examens. Donc là, ça demande pour la majorité des espèces une sédation, tu sais, parce que sinon c'est trop stressant pour eux, là. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met, on a une petite poudre qui est anesthésiante, puis qu'on dilue dans l'eau. Donc justement avec le bac qu'on m'a apporté à côté, je prends de l'eau, je mets une petite poudre dans l'eau, puis je mets le poisson dedans, puis ça met environ 5 à 10 minutes à ce qu'il s'endorme. Donc tu sais, au début, il est un petit peu agité, puis petit à petit, il commence à tomber doucement. Puis là, on peut justement le récupérer, faire un examen rapproché. Donc, tu sais, regarder dans la bouche, est-ce qu'il y a des anomalies? On pousse les opercules pour regarder les branchies dessous, voir si elles sont bien rouges, s'il n'y a pas d'anomalie. Et sur des petits poissons, je veux dire, ça te prend des bonnes lunettes ou, Ouais. ou des bons yeux. Mais c'est sûr qu'il faut être minutieux, là. Ouais. Ouais, il faut être minutieux. Mais c'est sûr, là, tu as raison que, par exemple, les bêtas, là, on en voit souvent. Oui, eux, on va pas forcément pouvoir beaucoup pousser l'opercule, mais on peut quand même déjà un Le petit voir peu, un peu. on peut déjà voir des petites choses. Puis, c'est par exemple un poisson rouge qui est déjà pas un poisson de grande taille, ben on peut faire tout ce que je t'ai dit déjà là. Donc, c'est ouvrir la bouche, les branchies, bien regarder de près. On fait toujours, là, je dirais, un prélèvement de mucus sur les poissons. Donc, on passe une toute petite lame, vraiment dans le sens des écailles, puis on récupère des fois quelques écailles, ou en tout cas le mucus qui est vraiment en superficie. Ça, c'est vraiment très important chez eux parce que ça nous permet de voir est-ce qu'il y a des bactéries anormales, est-ce qu'il y a des parasites. Puis, tu sais, les poissons en ont beaucoup. Donc, c'est un peu l'équivalent des puces et des tiques chez les chiens-chats, là. Donc, tu sais, c'est pas ça, là, c'est vraiment des plus petits parasites, mais tu sais, on prélève ça, puis on regarde au microscope, puis on a souvent des surprises, là. Donc, tu sais, même si votre poisson est complètement, tu sais, vous voyez pas d'anomalie sur les écailles à la maison, c'est possible qu'il y ait des parasites, puis que, ultimement, ça cause des problèmes. Donc, c'est important de le détecter. Et puis après, dépendamment de ce qu'on trouve à l'examen, on peut avoir besoin de faire des examens complémentaires. Donc, c'est comme pour un chien ou un chat. Donc, on peut faire des radios sur eux, on peut faire des échographies, des bilans sanguins, des prises de sang. Donc, ça aussi, on profite de l'anesthésie pour faire tout ça. Mais des échographies, moi, j'ai juste vu voyons, c'est quoi? L'embout qui est comme assez gros, mais ça te prend une toute petite chose pour aller faire une écho sur mettons, un petit poisson rouge. C'est sûr que, tu sais, moi, par exemple, la sonde que j'ai, là, que j'utilise, c'est une sonde linéaire qui est comme ça. Puis des fois, oui, mon poisson est plus petit. Tu vois? Tu le mets dessus, puis tu bouges pas. Je le mets dessus, on balaye un petit peu, mais c'est sûr que je vais avoir qu'une partie de l'image à l'écho. Mais honnêtement, en fait, l'eau aussi est un milieu qui conduit très bien. Donc, on a des très belles images à l'échographie. Donc, on peut faire beaucoup, beaucoup de diagnostics avec l'échographie chez les poissons. Donc, c'est vraiment un très bon examen complémentaire, puis un très bon outil. Puis des fois, quand on voit des anomalies à l'échographie dans certains organes, comme les chiens-chats, on peut faire des ponctions. Donc, j'ai une masse, j'ai quelque chose d'anormal, on va regarder à l'échographie, puis on va ponctionner avec une aiguille pour prélever des cellules, puis voir ce que c'est. Donc, il faut se dire qu'on peut vraiment faire, tu sais, je dirais quasiment la même chose qu'on fait sur les autres espèces. C'est juste que ça demande un peu des contentions particulières, puis une petite anesthésie aussi. Il faut juste s'adapter à l'animal qu'on a devant nous. Exactement, C'est oui. malade. Oui, mais c'est que je pense à... Tu sais, les gens vont se dire, « Ah, ça coûte pas cher un poisson, fait que... Ah, il a pas l'air bien, je vais le mettre dans la toilette. » Puis, ouais. en sachant oui. tout ça aujourd'hui, Oui. ça me brise le cœur de savoir, Ouais, de penser à ça. C'est vraiment, c'est vraiment triste, là, ce que tu dis. Puis, tu sais, malheureusement, on sait qu'il y a encore des personnes qui font ça, mais c'est plus acceptable de nos jours de faire ça. Puis, on sait que c'est des individus qui sont sensibles, qui ont du stress, de la douleur, des choses comme ça. Donc, tu sais, c'est vraiment pas une méthode correcte pour se départir d'un poisson. Non, faut vraiment
faut faire comme si Mais comme c'est une si c'était un chien. responsabilité comme un chien. Je veux Ouais, dire, exact. sa vie dépend de toi. Ben, tu vas chez le docteur quand il file pas, là. Y a-tu Mm. beaucoup de monde qui viennent en consultation pour les poissons, mettons, de maison, là? J'en vois quand même beaucoup. Je te dirais peut-être, tu sais, ça dépend des semaines, mais quand même régulièrement. Mais c'est sûr que je reconnais que ce sont des personnes en général que je vois qui sont motivées, qui ont quand même un certain attachement aussi pour leurs poissons, qui veulent faire les choses bien. Donc je pense pas que je vois tous les propriétaires de poissons de Montréal, là, loin de là. Mais quand même, il y a de plus en plus de gens qui sont investis dans ça et puis qui cherchent à faire les choses vraiment du mieux qu'ils peuvent, là. Ah, Donc, ouais. tant mieux. Mm. Je suis Ben contente oui. d'entendre ça. Tu as parlé de douleur, justement, des poissons. Tu nous as parlé Attends, juste parce que je me souviens pas du terme. Nociception? Ouais, Oui. c'est Oui, ça, ça. c'est le terme pour la douleur des poissons? Mais oui, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on dit que les poissons ressentent de la nociception. Puis en fait, tu sais, c'est comme une question générale qu'on a eue. Puis c'est une question assez triviale, en fait. C'est quand on y réfléchit de se dire, ben, est-ce qu'un poisson a mal? Tu sais, on se poserait pas la question de est-ce qu'un chien a mal ou... Mhm. Mais comme on disait, c'est des espèces tellement éloignées que finalement, à l'époque, tu sais, on savait pas forcément. Puis la médecine a beaucoup évolué. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de recherches pour savoir, ben, vraiment, est-ce qu'il y a de la douleur ou pas chez ces espèces. Puis la réponse, tu sais, globalement, c'est oui. Mais il y a quand même des nuances à apporter parce que si on reprend vraiment la définition de douleur, mais en gros, c'est une expérience qui est sensorielle puis émotionnelle, qui est désagréable suite à une lésion qu'on se fait. OK? Puis c'est important dans cette définition de retenir qu'il y a vraiment sensoriel puis émotionnel. Donc, tu sais, par exemple, nous, je prends un exemple, je sais pas, je mets une main sur une plaque chaude, je me brûle. Mais je vais avoir vraiment, c'est tout un système de communication là, neuronale qui remonte à mon cerveau, qui va me dire, ça, c'est un stimuli qui est douloureux. Puis en plus, après, je vais avoir une réponse qui va me dire, de retour au niveau de la main, qui va me dire, il faut que je retire la main. Donc, tu sais, là, j'ai éprouvé de la douleur, c'est comme retirer ma main de la source. Ça, c'est vraiment l'expérience de la douleur sensorielle. Je sens que j'ai mal. Mais ce qu'on a dans la douleur, par exemple chez les mammifères, c'est qu'on a aussi une expérience qui est émotionnelle. Donc, on n'est pas juste des robots, je mets la main, j'ai mal, je retire. On a des émotions liées à ça. Tu sais, on peut avoir, par exemple, de la peur, de la tristesse, de la souffrance, de la détresse, tu sais, quand on a mal. Puis tout ça, tous les mammifères l'expérimentent. Et on sait que cette expérience émotionnelle de la douleur, elle est médiée au niveau de notre cerveau dans le cortex cérébral. Puis en fait, on a essayé de faire des comparaisons avec les poissons. Puis ils ont beaucoup, beaucoup de structures en commun avec nous. C'est par exemple les récepteurs de la douleur, il y en a beaucoup qui partagent avec nous, les fibres neuronales aussi. Donc, tu sais, il y a beaucoup de choses en commun. Par contre, ils n'ont pas de cortex. Donc, on s'est demandé, est-ce que ces espèces sont capables d'avoir des émotions liées à la douleur? Puis au jour où on parle, on ne le sait pas encore à 100%, mais on se rend compte qu'ils ont comme une structure dans le cerveau qu'on appelle le prosencéphale, puis qui pourrait jouer un rôle un peu similaire au cortex. Donc, c'est tout ça pour conclure, pour dire que oui, les poissons, ils sont capables de sentir des choses qui font mal, là, des stimuli nociceptifs. Puis on se rend compte qu'ils ont des réactions, c'est par exemple quand ils ont des plaies, des irritations, ils vont avoir des réactions qui nous indiquent qu'ils ont mal. Puis quelque chose de très intéressant, c'est que quand on leur donne des antidouleurs, comme par exemple des opioïdes, là, des dérivés de morphine, des choses comme ça, eh bien, ils vont plus du tout manifester ces sensations de douleur. Donc, ça montre, c'est très intéressant ces études, parce que ça montre que oui, ils ont mal, et en plus, ils répondent aux mêmes molécules que nous. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc oui, ils ont mal. Maintenant, la question qui reste à déterminer, c'est est-ce qu'ils ont vraiment une sensation de détresse, une manifestation de détresse et de souffrance qui est associée à ça. Mais de toute façon, ça ne devrait pas changer notre prise en charge avec eux. Ce sont des animaux qui sont sensibles. C'est sûr qu'ils ressentent de la douleur entre grandes parenthèses, mais si on veut être plus précis, de la nociception. Donc oui, il faut faire attention à eux, il faut les traiter comme n'importe quel animal, comme n'importe quelle entité vivante, puis prendre soin d'eux, puis pas leur infliger de douleur ou de souffrance, là. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut éviter? Ben,
pas tant éviter, mais tu dis justement qu'ils peuvent avoir de la nociception. Qu'est-ce qu'on doit éviter, en fait, nous, pour que il n'y ait pas la nociception, puis que pour éviter aussi les rendez-vous chez le Ouais. vétérinaire? Ben, ce qu'il faut, on revient toujours à la base, c'est d'avoir un environnement qui est adapté. Je pense que j'ai dit ça tout le podcast, Oui. mais c'est vraiment la clé. Puis il faut comprendre que c'est ça qui est important pour eux. Donc, s'ils ont un aquarium qui est adapté, avec de l'eau qui est de bonne qualité, où ils ne s'intoxiquent pas dans leur propre eau, déjà, on enlève beaucoup de stress, beaucoup de douleur associées à ça. Puis après, ben, c'est... Par exemple, comme tu disais tout à l'heure, flusher le poisson aux toilettes, ça, bien sûr, c'est pas acceptable. Puis on comprend bien que c'est douloureux. Donc, toutes ces types d'actions que vous feriez pas avec un chien ou un chat ou avec un humain, considérer que c'est pas correct avec un poisson. Donc, c'est pareil, sortir un poisson de l'eau, le laisser à l'extérieur, bien sûr qu'il y a de l'agonie, bien sûr que c'est pas agréable. Donc, il faut juste faire preuve de bon sens et se dire, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça ou qu'on fasse ça à un autre animal? Mais vous pouvez appliquer ces règles pour les poissons, c'est pareil, là. Puis c'est quoi les signes qu'on peut voir de notre poisson qu'il faudrait justement qu'on amène chez le vétérinaire? Mais ça va être tous les signes comme, par exemple, de mal-être, donc un poisson qui est plus abattu, qui mange pas, des changements de couleur, on en a parlé, de flottabilité, tout ça, ça peut être vraiment des signes qui vous indiquent qu'il va pas bien. Puis, en fait, il faut vous dire, si vous êtes vraiment investi dans votre aquarium, honnêtement, vous allez connaître tous vos poissons, puis vous connaissez un peu leur caractère, leur comportement habituel. Dès que vous notez un petit changement, souvent, ça veut dire qu'il se passe quand même quelque chose d'important et ça vaut le coup de consulter. Ils vont jamais l'exprimer de façon aussi évidente que nous quand on a mal, mais des fois, des tout petits changements, ça peut vraiment être déjà un signe qu'il se passe quelque chose, là. Et il n'y a rien de physique qu'on peut remarquer non plus dans le sens, justement, sur les écailles, tu disais, ils peuvent changer de couleur, puis tu disais qu'il peut avoir des parasites. Aussi, ouais. Parasites, je veux dire. Des points? Ouais, j'ai déjà vu ça, des petits points sur le corps. Ouais, ça, par exemple, c'est une manifestation de maladie. Souvent, effectivement, c'est des parasites, ces petits points. Donc, on peut le voir en faisant les frottis dont on parlait. Mais oui, par exemple, un poisson qui a des anomalies au niveau des écailles, oui, ça peut être des parasites, des bactéries, des champignons, peuvent faire un peu toutes les dermatites classiques, mais avec leurs pathogènes particuliers. Puis par exemple, on se rend compte que des poissons qui deviennent plus ternes, plus foncés, ça peut être un signe qu'ils sont en train de perdre la vue. C'est ça, on sait que on a une corrélation là, qui est faite avec ça. Donc oui, si d'un coup vous vous rendez compte, mon poisson, il est vraiment plus foncé, ça peut être un signe qui voit moins bien. Donc, c'est l'amener chez le vétérinaire. Nous, on peut faire un examen oculaire complet, puis éventuellement faire certains traitements, certaines procédures pour l'aider avec ça, là. Wow. Puis, je voulais aussi qu'on parle de bêta, les poissons bêta, qui sont vendus souvent dans les animaleries, dans des verres d'eau. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est sûr que c'est terrible. Puis, je dirais, c'est encore pire que le poisson rouge dans son bocal rond, là. C'est vraiment, les pauvres, ils sont dans des tout petits contenants, puis il n'y a pas de système de filtration, il n'y a pas de... C'est terrible. Puis, en fait, tout ça, ça a un peu commencé les bêtas, là, c'est des espèces qui sont vraiment très, très résistantes, en Indonésie, en Thaïlande. Puis souvent, ils vivent dans des tout petits presque des flaques, là, mais des tout petits volumes d'eau, dans des conditions vraiment, un peu rudes, où ils n'ont pas forcément beaucoup d'oxygène, de choses comme ça. Donc, quand on les a en élevage, oui, ils peuvent vivre quelques mois dans des conditions compliquées, dans des petits récipients, mais c'est pas parce qu'ils survivent que c'est une chose qui est bonne pour eux, là. C'est ça qu'il faut se dire. Puis il y a beaucoup, beaucoup de mortalité aussi, malgré tout, qu'on observe chez ces espèces. Donc, maintenant, on sait que leurs conditions de vie doivent vraiment changer. Donc, ça veut dire les mettre dans des aquariums qui sont décents, avec un volume d'eau conséquent, de façon arbitraire, on considère environ un 25-30 litres pour un poisson, on est vraiment loin du petit bol d'eau, avec un système de filtration adéquat.
tout ça, ça va vraiment, bien sûr, votre poisson, il va être beaucoup plus heureux, il sera moins en souffrance, puis vous allez le garder beaucoup plus longtemps aussi. Donc, il y a beaucoup de choses à changer là, surtout pour cette espèce particulière, parce qu'il y a beaucoup encore de mauvaises pratiques, mais je pense que petit à petit, les personnes sont quand même sensibilisées. Tu sais, il y a 10 ans, on n'en parlait même pas là, de cette espèce, puis tout le monde achetait un petit bêta, puis le mettait dans un petit bol. De plus en plus, il y a des discussions quand même, puis des conseils qui changent un petit peu pour ces espèces-là, mais c'est sûr que ça reste quand même un problème, là. Oui, ils sont victimes un peu de leur adaptation, là, tu sais, qu'ils sont capables de s'adapter à court terme là, sur une Dans quelque chose de situation. difficile, puis Mais ouais. c'est pas, ça veut pas dire qu'ils aiment leur vie comme ça, puis c'est ce qu'ils ont besoin, là. Non, puis ça a été aussi des élevages, et c'est toujours là, des élevages qui sont vraiment très intensifs. Je sais pas si vous avez vu déjà des vidéos. C'est souvent, ils sont élevés, c'est comme des serres immenses, puis ils sont chacun dans une bouteille ou un petit récipient. Puis, tu sais, c'est des quantités énormes de poissons qui sont produites puis exportées dans le monde entier chaque semaine. Donc, c'est sûr qu'ils, tu sais, sur le site d'élevage, ils prennent pas toutes les précautions d'avoir des bassins énormes. Là, c'est vraiment de l'élevage industriel. Puis chaque poisson est dans un petit bac. Il est envoyé à travers le monde. Puis en aquarium, ben, malheureusement, on le récupère, on le met dans un petit bassin. Là. Donc c'est sûr que c'est pas l'idéal. Là. J'imagine même pas le mal-être de ces animaux-là, ça n'a pas de sens. Non, c'est sûr que c'est difficile à tolérer maintenant. Puis surtout avec tout ce qu'on sait. Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, je pense, puis on peut avoir tendance à faire des choses mal, mais des fois sans le savoir. Mais tu sais, maintenant, il y a tellement de la condition des poissons, le bien-être général, ça a tellement évolué que, tu sais, on peut plus faire ça, là, à nos époques, puis pas avoir de souci de conscience, puis se dire c'est normal, là, tu sais, on sait que c'est mal, donc il faut essayer de prendre des mesures pour améliorer tout ça, là. Oui, c'est vrai. Puis ça, comme tu dis, on a tellement accès à d'informations aujourd'hui que on peut plus... exact. Comme Mais tu oui. dis. Se permettre d'être négligent à ce point-là. Est-ce que là, genre, je regarde encore ma feuille, mais parce qu'il y a des termes que je veux être sûre de prononcer comme il faut. Est-ce que tu peux nous parler de l'axolote? Merci. Oui, l'axolote. Mais l'axolote, c'est un peu c'est une espèce aquatique, mais tu sais, c'est pas un poisson en tant que tel, c'est un amphibien. Donc, tu sais, c'est quand même des espèces d'animaux vraiment divergentes. Mais c'est sûr qu'on va un peu le traiter comme un poisson, dans le sens que c'est une espèce qui est aquatique, puis qui passe normalement l'entièreté de sa vie dans l'eau. Je dis normalement parce que l'axolote, dans certains cas, il peut métamorphoser et puis devenir une forme qui est terrestre. Ah Je oui. sais pas si vous le saviez ça. Non, je savais pas. En fait, l'axolote, il faut se dire, donc c'est pas comme un amphibien, c'est un amphibien qui fait ce qu'on appelle de la néoténie, c'est-à-dire qui va garder ses caractéristiques de larve à l'âge adulte. Donc, vous voyez, les axolotes, ils ont des branchies qui sont externes. Tu sais, ils ont leur tête, puis ils ont vraiment toutes leurs branchies qui sortent. Ça, c'est ce qu'on voit chez toutes les larves d'amphibiens. Mais quand les amphibiens, ben justement, se métamorphosent, les branchies sont vraiment, tu sais, disparaissent, puis à la faveur, par exemple, de poumons ou d'autres systèmes respiratoires. Mais l'axolote, normalement, dans son cycle de vie, il va pas faire cette métamorphose, puis il va continuer sa vie adulte, mais sans avoir métamorphosé, donc en gardant ses branchies à l'extérieur, puis l'apparence, en fait, d'une larve d'amphibien, mais beaucoup plus grosse. Ah, c'est drôle. Dans certains cas, il y a certains individus qui peuvent métamorphoser, mais là, dans ce cas, bon, ils vont devenir terrestres, puis avoir une vie vraiment différente, mais c'est vraiment des cas très particuliers. Normalement, quand vous avez un axolote, toute sa vie, il va rester dans l'eau avec ses branchies externes. Mais c'est vraiment des animaux très, très intéressants. Puis, on les voit de plus en plus aussi, je pense. En tout cas, moi, je les vois de plus en plus. Est-ce que tu sais de quoi qu'on parle? Ben, c'est-tu ceux qui têtent la vitre, là? Excusez l'expression. Non, c'est... c'est tellement cute. C'est à peu près, quoi, à peu près... comme ça. Tu dis, ouais. Tu sais, on voit souvent des vidéos où on dirait qu'on a l'impression qu'ils font des sourires. Vite, comme ça, en tout cas, je te le montrerai. C'est vraiment super cute. C'est ça, c'est cute. Puis c'est pour ça que les gens, tu sais, décident d'en avoir.
Mais ça va être les mêmes discussions qu'avec des poissons. Comme c'est des animaux qui vivent dans l'eau, ben, il faut avoir un environnement adapté, il faut avoir une qualité d'eau adaptée. C'est exactement le même, tous les mêmes problèmes de gestion qu'avec un poisson, là. Donc, mais tu sais, ça peut vivre quand même entre 10 et 15 ans, donc ça vaut vraiment la peine de faire les choses bien là, Ben pour qu'ils vivent oui. le plus longtemps possible. Donc, Puis qu'ils soient bien et puis qu'ils aussi. soient bien, ben Tu sais, oui. parce que vivre longtemps, Oui, c'est beau, mais ouais, bien sûr, pour qu'ils qu'ils soient soient confortables, bien. mais oui. On a Ouais. quasiment fait, atteint le 1 heure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais parler, qu'on n'a pas discuté, que tu trouves important pour les propriétaires ou futurs propriétaires de poissons? Euh, Ben, je pense qu'on a déjà un peu, tu sais, un peu dégrossi, puis tiré les conclusions importantes. C'est de se dire de pas prendre un poisson de compagnie comme parce qu'on ne sait pas quoi prendre comme animal. Tu sais, c'est vraiment un choix qui doit être éclairé, réfléchi, et vraiment se renseigner là. Je pense que c'est vraiment le mot de fin là de la conclusion là. Oui. Puis Mm. c'est pas parce qu'il est plus petit que c'est pas un être vivant qui a Non, c'est besoin ça. de Exact. autant de soins que n'importe Exactement, lequel. oui, exactement. Ben merci Merci beaucoup, énormément, Julie. Julie. Merci. C'était vraiment très intéressant. C'était un plaisir. Merci à Oui. vous.